Donc, pour commencer, on vous propose une petite keynote de Fabrice Nakache. Donc, avant de commencer et de débattre avec tous nos intervenants, Fabrice, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement en 3 minutes pour se remettre un peu au goût du jour sur tout ce qui concerne le pays et Wero, en 3 minutes, les principes et le principe de pays et son wallet et Wero. Alors en 3 minutes, bonjour à tous déjà. J'ai bien compris que vous aviez tous faim, et c'est pas qu'une question d'heure, de souveraineté européenne, de wallet, de moyens de paiement digitaux, vous allez être servis avec EPI. Et EPI, c'est quoi? EPI, c'est une initiative privée européenne, soutenue par la BCE, bien évidemment, qui a aujourd'hui 5 pays en termes de participants pour monter cette initiative privée. Et dans les membres EPI, on va retrouver Worldline, Nexi, mais aussi les principales banques des 5 pays, à savoir la France, l'Allemagne et le Benelux. Et quand on regarde cette initiative, il s'agit d'un projet qui a été lancé déjà depuis quelques années avec ce qu'on a vu sur la partie EPI Card, mais aujourd'hui, on a une solution qui normalement devrait répondre à tout ce qui a été souhaité et espéré dans les tables rondes précédentes. Alors cette solution, c'est quoi? C'est justement un wallet avec 2 moyens de paiement dedans, du paiement de personne à personne et du paiement de personne à commerçant. Donc typiquement ce qu'on fait aujourd'hui avec du Paylib, avec du paiement carte. Si ce n'est que là, on se retrouve sur une structure qui est une structure à 2 étages. On a un scheme EPI, qui définit des règles, qui définit les règles de fonctionnement des wallets, les règles de fonctionnement des litiges, des garanties commerçants, de tout ce qui fait aujourd'hui le bon fonctionnement d'un moyen de paiement, parce qu'un moyen de paiement, c'est de la technique, mais c'est aussi beaucoup et surtout des règles de fonctionnement. Et la spécificité, l'originalité d'EPI aujourd'hui, c'est que c'est un scheme que je qualifierais de scheme à 2 étages. Le premier étage, c'est ce que je viens de dire, les règles définies par EPI pour la gestion des paiements, et derrière, un règlement, au sens paiement, qui se fait non pas par compensation, comme on en a l'habitude aujourd'hui sur la plupart des moyens de paiement, mais des règlements qui se font par IP, par instant payment, et en suivant les règles du SCT-INST définies au niveau européen, au niveau pan-européen, par le PC pour le SCT-INST. Donc aujourd'hui, il faut avoir conscience que les 5 pays qui lancent cette initiative représentent à peu près 60% des paiements scripturaux, ce qui donne quand même une masse critique importante, même si ça ne veut pas dire que les 60% vont se verser dans le pays dès le départ, bien évidemment, mais en termes d'usage, on voit qu'effectivement le poids initial est là. Alors ce point initial, il va être d'ailleurs renforcé par l'arrivée déjà faite pour grande partie de certaines solutions préexistantes au sein de pays. Alors ces solutions, c'est quoi? J'ai déjà cité Paylib, bien évidemment pour la France, mais c'est aussi Payconiq, iDeal et Giropay, des solutions que vous connaissez tous. Et on a parlé tout à l'heure de la variété des moyens de paiement au niveau européen, des différentes us et coutumes de chacun des pays. On retrouve bien évidemment au travers de ces solutions justement cette variété et l'intégration dans un même scheme est, je dirais, un facteur d'espoir. En termes de planning, on a un planning qui est extrêmement ambitieux, extrêmement court. Quand on parlait tout à l'heure de la monétique, on rappelait que le sans contact, ça a été finalement de 2005 à 2019. Là, on a un planning qui, je dirais pour la première partie, tient sur 2 ans. Cette première partie, c'est quoi? C'est dès juin cette année, juin 2024, la mise en place du paiement de personne à personne. Et pour la fin d'année, les premiers tests sur le e-commerce qui va être suivi d'un déploiement sur l'année 2025 et le paiement par proximité, dont vous savez tous qu'il est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre puisqu'il y a des déploiements à faire à partir de 2026. Donc ça, c'est
un planning pour France, Belgique, Allemagne, pour commencer. Les autres pays s'intègrent aussi au fur et à mesure, parce que vous comprenez bien que chaque pays a ses systèmes, chaque pays a ses enjeux commerciaux et techniques. Donc voilà. Donc, tout ça pour répondre à une fin qui a été signalée tout au long des tables rondes de ce matin, la fin de souveraineté européenne. Alors, merci Fabrice pour cette présentation qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est Wiro. J'aimerais d'abord questionner Ludovic. Tu es strategy officer chez EPI Company. Et donc, j'aimerais que, pour compléter un petit peu la présentation de Fabrice, que tu nous rappelles, que tu nous précises un petit peu justement l'ambition d'EPI et de Wiro et sa stratégie. Voilà. Bonjour à tous. Donc merci Fabrice. En fait, j'ai quasiment plus rien à dire. C'est très bien. Ta présentation était était vraiment très complète. Donc pour rebondir sur ce que tu as dit, nous effectivement, juste pour préciser et pour synthétiser, on va offrir une solution de paiement et un nouveau scheme, donc un nouveau système de paiement à compte, donc de compte à compte, qui sera basé sur le paiement instantané, CT Inst. Donc on ajoute une couche de services au-dessus du paiement instantané pour répondre à tous les besoins des commerçants, des consommateurs et faire en sorte que ce moyen de paiement soit largement adopté et ait une bonne expérience utilisateur et fonctionne correctement. Donc notamment au niveau de gestion de la fraude, de gestion des litiges, couverture de tous les types de transactions qui sont nécessaires, pas seulement comme le paiement instantané aujourd'hui, pas seulement du paiement simple, immédiat, mais aussi tous les paiements complexes de type abonnement, paiement échelonné, etc. Donc ça c'est EPI. Ensuite, il y a aussi une surcouche qui va venir après le paiement, c'est-à-dire qu'au-delà du paiement, il est évidemment très important que ce wallet, là je ne parle plus du moyen de paiement, mais je parle du wallet, il ait aussi des services à valeur ajoutée qui favorisent aussi son adoption par les consommateurs et son acceptation par les commerçants. Et donc voilà, on va parler de services de fidélité ou ce genre de choses, même si ça ne plaît pas forcément à la SNCF, mais en tout cas, des services à valeur ajoutée qui permettront d'améliorer l'adoption. Et donc pour répondre à ta question, notre ambition, c'est vraiment de proposer in fine une solution européenne. Donc là-dessus, c'est très clair. Notre ambition, c'est une solution européenne, même si effectivement on va commencer par un certain nombre de pays. Donc on va commencer par 3 plus 2 pays, les 5 pays qu'a cité Fabrice. Mais l'objectif, c'est, et on y travaille déjà aujourd'hui, d'amplifier la couverture géographique et d'avoir une expansion géographique sur l'ensemble de la zone CEPA. Voilà. Après, la question du Royaume-Uni va se poser, mais on verra ce qu'on fait par rapport au Royaume-Uni. Mais en tout cas, l'Europe continentale, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est notre stratégie. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de ça, on a un choix qui est quand même très fort autour du QR code. L'adoption du QR code à la fois pour le e-commerce et pour le paiement en point de vente. La question du NFC sera à réévaluer, mais pour l'instant, on est vraiment focalisé sur le QR code. Et puis, on est quand même très largement soutenu par nos actionnaires. Donc, on a 16 actionnaires. Donc, j'en ai 2 juste qui m'entourent, BPC et Worldline. Mais on a 16 actionnaires qui sont très mobilisés pour faire de Wiro un succès. Et ça, c'est une force très, très importante. Juste une petite précision là, par rapport à la roadmap. On voit que 3 pays qui démarrent en même temps, Belgique, France et Allemagne. Est-ce que tu peux, avec un planning un peu tendu, comme le disait, en tout cas ambitieux, comme le disait Fabrice, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur l'avancement en fait, des travaux sur ces 3 pays ? Donc Fabrice l'a dit, donc sur France, Allemagne et Belgique, on va lancer déjà le P2P cet été 2024. En France, on a une chance, et Vincent aura l'occasion d'en parler aussi, on a une chance énorme, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur la transition de Paylib vers Wiro. Et donc l'objectif, c'est de s'appuyer sur tout ce qui a été construit déjà par Paylib et de l'amplifier le plus possible. Et ensuite, une fois qu'on aura réussi cette première phase P2P, qui est une phase hyper importante en fait pour la notoriété de la marque et l'adoption
de la solution par les consommateurs, ça nous donnera l'élan pour ensuite aller vers le paiement aux commerçants, puisque évidemment les commerçants, ils ont besoin d'utilisateurs actifs en face, et donc c'est finalement un petit peu le contraire de ce qui avait été fait sur Paylib, et si on avait su à l'époque, je pense qu'on l'aurait fait différemment. On avait commencé par le e-commerce. Mais là, bon, c'est clair, on s'est appuyé sur toutes les meilleures best practices, les meilleures pratiques au niveau européen. Toutes les solutions qui se sont lancées et qui ont du succès ont toutes commencé par le P2P. Donc on commence par P2P, ensuite e-commerce. Après, donc ça c'est sur les 3 pays. Comme l'a dit Fabrice aussi, donc on va ajouter en 2025 les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc là, on est vraiment sur une logique de migration aussi de solutions domestiques. Donc aux Pays-Bas, on a la chance d'avoir iDeal, hein, qui a été acquis par EPI. Et donc iDeal, c'est énorme, hein, c'est 1,3 milliard de transactions par an, 240 000 commerçants, principalement en e-commerce et en C2C aussi, avec lequel on peut faire aussi du P2P. Et donc on a une responsabilité très forte sur le marché néerlandais, parce que c'est une solution qui est énorme et qui est très très connue. Et il faut faire très attention par rapport à la migration de cette solution, justement pour conserver aussi l'usage et que ce soit pas au détriment de l'usage et des utilisateurs. Pareil au Luxembourg, même si c'est beaucoup plus petit, on a Payconiq qui a été aussi acquis par EPI, et donc Payconiq Luxembourg sera migré vers Wero. Okay. Voilà. Donc ça va commencer en 2025. Merci. Merci Ludovic. Enfin, en tout cas, moi, durant la préparation, j'étais plutôt étonné parce que je me posais l'interrogation sur le marché allemand. Et du coup, on voit que sur le marché allemand, ça suit un petit peu le marché français et tout ce qui est fait aussi en Allemagne. Et ce que je ne savais pas, c'est aussi que Giropay fait partie aussi comme Paylib, un petit peu, fait partie. Donc, le marché allemand pourra aussi commencer avec une base installée déjà, quelque part, de clients. Principalement e-commerce. En e-commerce. Ouais. Donc effectivement, ce sera la phase suivante, mais oui, l'objectif c'est aussi de s'appuyer sur la solution domestique existante pour faciliter, pour accélérer l'acceptation de Wero en Allemagne. Oui, et justement, à propos de l'Allemagne, pour prouver quelque part que ça marche bien et que les travaux avancent bien aussi du côté allemand, le 14 décembre dernier, on a eu un POC avec une étape majeure qui a été franchie pour EPI, avec la réalisation d'une transaction entre une caisse d'épargne allemande et une caisse d'épargne française. Donc, Fabrice, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à quoi a servi à démontrer ce proof of concept et quelles leçons aussi vous avez pu en tirer? Merci, bonjour à toutes et tous. Bon, vous avez vu comment les actionnaires encadrent, épaulent et contrôlent le management de l'EPI pour que tout se passe bien. Hein, donc, vous voyez, c'est bien parti. Oui, le 14 décembre, on a eu la chance de faire... depuis une caisse d'épargne française vers une caisse d'épargne allemande, les premières transactions en P2P. Donc vous avez vu ça hein, dans la presse, dans les bonnes feuilles du web. Moi j'ai envie de dire, la première chose que ça m'inspire, c'est que déjà ça montre que EPI existe. Bien sûr, quand on est sur des projets aussi complexes, d'une ampleur aussi importante, il peut y avoir des phénomènes d'effet tunnel. On a vu ça, oui, EPI n'existe pas, ou ça prend du temps, ou c'est juste un système, on verra, ou les banques, ou ceci, cela. En fait, la réalité, c'est qu'on a fait les premières transactions, que ça marche bien, que du coup, on est très content. Et puis, ça démontre aussi que cette ambition européenne est en train de prendre naissance concrètement, que c'est de bon augure pour l'année 2024 qui va être l'année du roll-out et du déploiement pour ce qui concerne une bonne partie, voire la totalité hein, des participants qui vont rejoindre au moins le P2P. Et comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est le socle et la base de l'ambition de pays pour le futur et de sa prise de notoriété et de consistance dans le marché auprès des consommateurs et des commerçants, ce qui est l'objectif ultime. Et puis, EPI, c'est du digital, c'est aussi de l'euro, donc ça démontre qu'on a déjà fait l'euro digital, en fait. Hein. Donc, voilà, enfin...
C'est tout bête, hein. Moi j'ai ouvert le dictionnaire, dans le digital, on sait ce que c'est, on en fait, on a digitalisé 90% des transactions, donc voilà, on a maintenant une solution, une ébauche de solution européenne d'euro-digital qui, à n'en pas douter, sera un grand succès et va suivre ces étapes. Il faut être patient, c'est long, complexe. Mais il faut être patient. Là, on a franchi une étape. Alors, ce POC, c'est bien aussi parce qu'on a débugué nos applications. On a montré que ça fonctionnait. On a vu 2-3 trucs qu'il y avait à améliorer, à changer. Donc, on a réussi à le faire. Et on est prêt pour lancer. On sait aussi quelles sont les limites. On aura l'occasion d'y revenir sur qu'est-ce qu'il y a encore à modifier, qui ne ressort pas que de pays, d'ailleurs, mais aussi des régulateurs, aussi d'un certain nombre d'acteurs, pour que tout se passe mieux. Voilà. Et du SCT Inst sur les sanctions ? Oui, il y a le SCT sur les sanctions. Bon, vous savez, c'est mon cheval de bataille depuis longtemps. J'en ai parlé avec Eric plusieurs fois sur le fait que malheureusement, le SCT pour en faire le new normal, il est encore soumis à l'extraterritorialité américaine, puisque du fait des réglementations européennes, les filtrages pour les sanctions, donc GAFI, sont faits entre les pays. Donc on filtre la liste américaine pour un flux de P2P entre la France et l'Allemagne. Et pour ne rien vous cacher, dans les premières transactions EPI qu'on a faites, il y en a 2 qui sont tombés dans des filtres. Parce que dans les listes, il y a des faux positifs, il suffit qu'il y ait un mot dans un champ, etc. Donc ça tombe dans un faux positif. Instant payment, rejet de la transaction. Bon là c'était un POC, donc c'est pas très grave, mais vous savez aussi que l'explication qu'on donne aux clients, c'est du type le système est temporairement indisponible, veuillez réessayer ultérieurement. C'est ça la réalité. Donc ça c'est des choses qu'on va devoir régler dans le futur. Et c'est vrai que l'environnement géopolitique n'est pas spécialement propice à ce qui pourrait être considéré comme une espèce de levée des barrières sur les sanctions ou l'anti-blanchiment. Merci Fabrice. Donc, par rapport à ce que tu dis, on voit bien que il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'opportunités et de perspectives sur Wero. Il y a encore des choses à préciser. Et donc justement, donc là, par rapport au thème de la table ronde qui est comment faire de Wero un succès, je vous propose de faire justement ce tour de table, de vous interroger tous, parce qu'on a la chance d'avoir un nombre d'intervenants qui couvrent en fait l'ensemble de la chaîne. Donc Bertrand, noblesse oblige. On commence par toi parce que tu représentes les commerçants, l'utilisateur, finalement. Pour toi, qu'est-ce qui ferait de Wero un succès? Qu'attendent les commerçants de Wero? Et comme on sait que Mercatel soutient Wero, finalement, quelles sont vos attentes, quoi? Oui, merci. Bonjour à tous. On a beaucoup parlé ce matin de souveraineté, on a beaucoup parlé de digital, on a beaucoup parlé de coûts. Les commerçants sont, dans le contexte actuel encore plus, extrêmement sensibles à cette question de coûts. Donc j'ai envie de dire, la première, on est des commerçants, le premier critère qui ferait de Wero un succès pour le commerçant, c'est effectivement d'avoir un coût moindre que celui de la carte. Après, une fois qu'on a dit ça, voilà, on est encore un petit peu loin, compte tenu de la roadmap de pays et de Wero, d'un usage massif, tant en e-commerce, peut-être plus rapidement, mais en proximité. Et puis on a parlé d'usage, voilà. Donc il va falloir effectivement nourrir ces usages. Donc la roadmap qui a été prévue, qui, contrairement à celle de Paylib, c'est de démarrer par le C2C. On a déjà une base installée importante. On peut parier que effectivement les acteurs qui sont dans le C2C aujourd'hui, dans les pays concernés, qui vont basculer dans cette plateforme pays Wero et dans les usages associés, contribueront dès lors que le commerce pourra commencer à utiliser cette solution, à en faire un succès plus rapidement que n'importe quel autre moyen. Après, on le voit bien, et la concurrence est rude. On a parlé d'usage, on parle de parcours client. Il y a des parcours aujourd'hui qui sont absolument extraordinaires. On a parlé d'Apple Pay, évidemment. Donc il va falloir batailler avec ces acteurs-là. C'est un peu la norme et la référence pour que Wero soit dans les parcours un succès. Donc en e-commerce, ça peut éventuellement fonctionner parce qu'on n'a pas les mêmes exigences de fluidité, de rapidité. En proximité, il va falloir soigner le parcours et on est là pour participer évidemment au groupe de travail avec Ludovic, avec EPI, avec tous les acteurs de pays et les banques à ces nouveaux parcours. Il y avait un point que je voulais souligner,
c'est effectivement souveraineté, ça veut dire quoi? C'est un peu un mot valise. On peut avoir des convictions personnelles là-dessus. Le commerçant, quand il parle de souveraineté, lui, c'est un peu pour lutter contre la désintermédiation, hein, la désintermédiation des grands acteurs internationaux. Et puis sur la data, hein, c'est un sujet primordial, on n'en parle pas beaucoup ici, enfin on n'en a pas parlé ce matin, mais la data désintermédiée, c'est la catastrophe. Le commerçant qui perd sa data, c'est fondamental de pouvoir garder la main des marges de manœuvre et d'utilisation sur la data et qu'elle ne parte pas chez des acteurs internationaux qui en font un usage qu'on ne maîtrise pas. Merci beaucoup. Gilles, toi, en tant que représentant de Worldline, Worldline c'est un processeur, c'est un acquéreur, c'est un membre fondateur de pays, avec toutes ces casquettes-là, quelle est la vision de Worldline pour faire de Wero un succès? Déjà, il faut avoir en tête que Wero remplit toutes les cases parce que c'est à la fois un système P2P qui va faire du cross-border, on n'a pas la barrière de l'IBAN name check, donc ça va faciliter aussi des transactions, et à la fois côté paiement MPOS, POS, e-commerce, est compatible avec tous les usages et tout ce qui a été fait et développé sur la carte actuellement. Et il répond évidemment sur les enjeux du développement du e-commerce mobile, qui est prégnant, hein, 60% du e-commerce en France et sur téléphone portable. D'où, évidemment, la montée en puissance des wallets. Donc, voilà, toutes les cases, en tout cas, sont cochées. Il faut le déployer. Le QR code, effectivement, c'est une solution universelle parce que en tant que solution d'acceptation, on sait gérer maintenant des QR codes statiques ou dynamiques. Donc ça, depuis le Covid, je pense que les gens savent le faire fonctionner. Après, on a deux casquettes. Worldline, on est un processeur. Donc là, on est au service de l'écosystème bancaire européen que l'on sert aujourd'hui s'il y a besoin de mettre en place de la tuyauterie particulière. Et puis ensuite, évidemment, on est un acquéreur, donc on sert les marchands dans différentes géographies, soit sous notre marque, soit sous des JV avec des banques. Et donc là, ça sera un roll-out en fonction de la maturité du marché, de l'acceptation, en fonction des verticales aussi, puisqu'on va démarrer sur certaines verticales et aller sur d'autres après, en fonction de l'appétence. Aussi, au niveau du business model, c'était aussi un enjeu, parce que nous qui sommes présents dans différents pays, on voit que les commissions des paiements ne sont pas les mêmes, en fait, les mécaniques sur les systèmes existants. Aux Pays-Bas, vous avez un interchange spécial qui est écrasé sur de l'intra. Vous avez Bancontact en Belgique, qui est un scheme qui est assez low cost, qui est assez prégnant sur du débit. En Allemagne, il y a aussi une dualité. Les gens ne payent pas de la même manière en e-commerce qu'en proximité. Donc, effectivement, EPI, sur son business model, remplit, c'était le challenge aussi, toutes les cases. Donc là, après, il faut pouvoir généraliser. Donc, c'est pas parce qu'on sait le faire techniquement que la généralisation va se faire auprès systématiquement des marchands qui sont très attentifs au taux de conversion, qui est un sujet aussi majeur sur l'e-commerce. Le taux de conversion, j'espère qu'effectivement, il va dépasser la carte, qui est pas mauvaise, mais qui est un peu moins bonne que les wallets. Donc là aussi, sur le papier, tout est bon. Après, il faut mettre les freins, il faut lever les freins sur l'instant payment, on l'a vu sur le cross-border. Et puis le rollout et l'acceptation côté utilisateur. Alors, excuse-moi, c'est toujours encore une question pour toi. Il faut que tu récupères un micro. Donc, on l'a vu avec Bertrand sur les coûts. Les commerçants sont super sensibles. Et puis aussi, Florence Ségurel qui l'a dit, il faut une alternative, mais encore, il faut que les coûts soient au rendez-vous. Alors, je sais que c'est un sujet un petit peu sensible, mais est-ce que vous avez déjà une visibilité un petit peu sur ce sujet-là au niveau des coûts et de ce qui pourrait être facturé aux commerçants? Alors sur les coûts, c'est pas moi de répondre, puisque là c'est au scheme de répondre. Et puis moi je peux pas dévoiler les travaux qui sont en cours au niveau du scheme, au niveau publiquement. Mais de toute façon, c'est toujours une mécanique complète d'élévation d'un coût d'un moyen de paiement. Dedans il y a pas mal de composantes en fait à prendre en compte. Mais au final, c'est comme vous qui allez proposer vous serez payé par le commerçant. Oui, bien sûr. Donc
Il y a la fraude, il y a les commissions versées aux membres, il y a les frais techniques. Donc ça, c'est des travaux qui sont en train de se stabiliser. Et puis, je pense aussi à une harmonisation auprès des membres pour éviter d'avoir un roll-out anarchique entre les différents membres acquéreurs en Europe aussi. Il ne faut pas déstabiliser la communauté et pas comprendre le nouveau modèle économique. Et sans trop dévoiler, est-ce qu'on sait que ça sera moins ou pas, moins que la carte ou pas? L'objectif, c'est d'être compétitif par rapport à la carte, bien sûr, et surtout, évidemment, aujourd'hui, on a une inflation des frais, des schémas internationaux. Donc, effectivement, le point faible de l'Europe, c'était qu'on a des bons schemes domestiques, mais évidemment, les gens voyagent de plus en plus. Et donc, en cross-border, évidemment, on retombe fatalement dans des rails sur les schémas internationaux. Donc, c'est pas tant une souveraineté, c'est la maîtrise du business model et surtout la maîtrise des coûts à moyen terme. C'est surtout ça, la prédictibilité des coûts. C'est ça qui est important aussi. Tu veux que je complète maintenant ou on y revient après? Ah non, mais vas-y, oui. Juste, nous, on a un modèle économique effectivement qui a été défini et donc qui permet de rémunérer tous les services qui sont rendus à la fois par le scheme et par les participants au scheme, par les membres, évidemment. Donc tout ça doit être équilibré. Et donc, il y a des coûts. Et donc, on a, comme tout scheme, on a des scheme fees et des processing fees. Et puis, pour aussi motiver l'écosystème à promouvoir la solution, évidemment, il faut donner un intérêt à la banque de promouvoir ce service auprès de ses clients. Et donc, on a organisé un système avec une rémunération, mais qui est une rémunération bilatérale, qui n'a rien à voir avec un interchange, mais une rémunération bilatérale entre le scheme et l'émetteur, donc la banque, avec évidemment son pendant côté acquéreur, donc, puisqu'on est un système 4 coins. Donc évidemment, les deux ne sont pas reliés, mais on organise quand même un partage de la valeur entre les acquéreurs et les banques. Ça veut dire que les émetteurs et les acquéreurs sont rémunérés en fonction des volumes qu'ils apportent. Les émetteurs sont rémunérés et les acquéreurs auront un fee qui s'appelle un query fee qui sera payé au scheme. Voilà. Mais, et pour répondre aussi à la question, évidemment, si on veut être compétitif, personne, entre guillemets, ça va être un challenge d'être adopté et accepté. Évidemment, si on veut être compétitif sur le marché, il faut être en dessous de la carte du point de vue des commerçants. Donc c'est bien l'objectif. Donc très bien, ça répond justement à un des facteurs clés, c'est-à-dire et un key learning qu'on a eu de la DSP2, le fait que justement les API n'étaient pas incentivés, ça faisait partie de l'analyse d'impact notamment. Donc je veux dire lessons learned. Fabrice, on a une question pour toi, le tour de table et pour toi, juste avant peut-être de rentrer dans le débat et de nous parler des facteurs clés, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce qui a motivé BPCE pour lancer une initiative comme EPI? Oui. D'abord, je suis très fier que, pour ceux qui sont dans la salle et qui s'en souviennent, ce soit le président du groupe BPCE qui, il y a fort longtemps, je crois que c'était en 2019, voire 2018, a envoyé une lettre à l'ensemble de ses homologues en Europe, donc à une 20aine ou 25 banquiers, pour dire, voilà, vous savez, il faudrait qu'on réfléchisse à créer au moins une alternative de paiement européenne souveraine. Et aujourd'hui, il y a EPI. Et je suis très fier de ça. Je ne sais pas si certains le savaient. Ça s'est passé comme ça. Donc BPCE, depuis le début, a été, avec l'ensemble des banques françaises, du reste, et un certain nombre de confrères européens, très supportifs de cette initiative. Et on a eu aussi la chance d'avoir assez vite le support, notamment de la Commission européenne, et puis de nos pouvoirs publics en France aussi, pour aller de l'avant. Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est un peu tarte à la crème, vous en avez déjà beaucoup parlé ce matin, en matière de souveraineté. Moi, je considère que, d'abord, la souveraineté, il y a la souveraineté citoyenne, tout ça qui est un autre sujet, mais la souveraineté économique, elle doit se régler, c'est un concept qui doit coller à la taille du marché, à la réalité du marché. Donc on est sur un marché européen des paiements,
de plus en plus. On ne peut pas régler ce problème avec une juxtaposition de solutions souveraines dans leur marché. Ça ne marche plus parce que ça aboutit à la fragmentation, en réalité. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je ne suis pas personnellement convaincu du concept d'interopérabilité des solutions qui existent ici ou là. Et c'est pour ça que EPI est une solution d'emblée à ambition pan-européenne. Ça me paraît important parce que c'est à peu près la seule chance, on verra si ça a réussi, on l'espère tous, mais de voir cette solution jouer dans la cour des grands. Parce que pour moi, la souveraineté, ce n'est pas un concept étriqué. La souveraineté, c'est jouer dans la cour des grands. La souveraineté, c'est peser dans un marché au minimum européen et d'avoir sa part de marché, son mot à dire, sa visibilité, sa notoriété, sa résilience auprès des acteurs du commerce, des consommateurs, des pouvoirs publics, pour pouvoir peser dans cette forme de réalité économique. C'est ça, en fait, la souveraineté. C'est pas se replier sur soi-même. Il faut vraiment, d'ailleurs on le voit, EPI finalement utilise des standards qui sont des standards qui ont été définis dans des organismes de standardisation internationaux ou européens, ISO, EPC. Si on sort de EPI sur ces sujets de souveraineté, je rappelle juste que les tokens, c'est pas les Européens qui l'ont inventé. Aujourd'hui, il y a les tokens partout, on peut pas faire sans les tokens. C'est un peu dommage qu'on n'était pas là au départ. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut traiter. Mais tout ce qui peut renforcer qui constituent des voies et moyens pour rendre nos métiers, notre marché en Europe plus souverain, il faut y aller. Nexo est un autre exemple qu'on soutient parce que ça va permettre aussi d'avoir une vraie ambition de standardisation européenne, voire mondiale. Voilà, donc c'est ça qui a motivé beaucoup BPCE et c'est pour ça qu'on soutient cette initiative, mais on n'est pas les seuls, bien sûr, avec tous nos confrères français, banquiers ou pas, ou processeurs et européens. Merci Fabrice. Vincent, je me retourne vers toi. On a parlé de Pélib déjà dans la table ronde. Il y a un retour d'expérience qui nous semble important et intéressant de Pélib. Pour toi, finalement, avec ton expérience, avec le vécu de Pélib, qu'est-ce que tu dirais, toi, comme axe important et majeur pour faire de Wiro un succès ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Faire de Wiro un succès, déjà, on se pose la question, que faut-il faire pour en faire un succès ? Mais quand même, partageons bien tous ensemble la nécessité de ce succès. Réussir Wiro, c'est une nécessité pour l'ensemble de l'économie française et européenne. Soyons bien conscients, prenons un petit peu de recul, regardons, là on a les annonces des résultats des GAFA qui sont mirifiques. Si vous prenez même sur les 10 dernières années la croissance de l'Europe et vous la comparez à la croissance des États-Unis, vous voyez que le différentiel de croissance est intégralement porté par ces big tech. Intégralement. En clair, en Europe, et en France en particulier, mais dans d'autres pays d'Europe, nous sommes devenus une colonie digitale des États-Unis. Il faut que nous en soyons bien conscients de tout ce que ça emporte avec sur la désintermédiation des banques, des commerçants, pour ne parler que de ceux qui sont présents ici. Bien sûr, ce sujet, en réalité, de la colonisation digitale, il va bien au-delà du monde des paiements et du commerce. C'est un point fondamental parce que, justement, dans le paiement, pour les banquiers, pour les commerçants, si nous ne voulons pas finir, comme on l'a évoqué ce matin, dans un musée, et là, je ne parle pas des cartes ou de la carte physique, je parle vraiment de toutes nos filières, nos emplois, notre économie. On ne doit pas se retrouver avec un transfert de valeur massif Europe vers États-Unis. Dans le paiement, ça passe par la réussite de Wiro. Pourquoi on a décidé de faire Wiro ? On a décidé de faire Wiro parce qu'on est conscient, Fabrice l'a dit, qu'on doit jouer à l'échelle, et on doit jouer à l'échelle de ces big tech. Je prends big tech au sens large, les GAFAM, les PayPal, les schemes ICS. Voilà. Pour jouer à armes égales, on n'a pas d'autre choix que de penser la mise en commun de la trajectoire d'investissement que nous allons avoir à engager sur... parce que tout ce fonctionnel, il est très riche. On a parlé de référents big tech qui offrent des parcours de qualité. Donc on doit véritablement jouer à cette échelle-là. D'où la nécessité de réussir Wiro. Alors pour réussir Wiro, on parle de réussir un moyen de paiement. Bon, on est tous dans la salle entre professionnels du paiement. On sait que
Réussir un moyen de paiement, ça veut dire fondamentalement deux choses. Ça veut dire un produit qui est une qualité de fonctionnement, bien entendu, et puis un enjeu d'adoption. On peut vous fabriquer des super systèmes de paiement, tant qu'ils sont en laboratoire, c'est génial, c'est super. La réalité, c'est qu'il faut que ça soit adopté par les commerçants et par Madame Michu. Alors, si on fait un petit retour d'expérience sur Paylib, justement, Paylib, on avait démarré avec le e-commerce. Donc là, on a le sujet, le double face. On va voir les commerçants, on leur dit, vous allez voir, c'est génial. Sauf qu'ils nous disent, ok, ils sont où les payeurs? En fait, on n'en a pas. On va voir les payeurs. On leur dit, c'est génial. Ah ouais, je peux payer où? Nulle part. Donc, pour régler ce problème de poule et d'œuf, c'est pour ça, Ludovic l'a évoqué tout à l'heure, le point clé, c'est d'abord d'avoir réglé un problème de la face. En l'occurrence, en démarrant par le P2P, et justement, l'apport de Paylib à Wero, on ne va pas apporter la marque, puisqu'on va faire une transposition de marque, on ne va pas amener la plateforme, puisqu'on reconstruit à plusieurs pays ensemble un investissement commun dans une plateforme nouvelle. Ce qu'on va amener, c'est l'usage du P2P. Parce que l'usage du P2P, ça va être le socle à l'adoption des porteurs. Quelques points de repère sur où en est Paylib aujourd'hui, justement, sur cette adoption des porteurs. Paylib aujourd'hui, c'est un peu plus de 30 millions d'inscrits, c'est 14 millions d'utilisateurs actifs. Si je prends les chiffres arrêtés à décembre, c'est plus de 3 milliards d'euros échangés. Donc on a véritablement quelque chose qui est installé dans le paysage, avec une dynamique de croissance qui est extrêmement forte, des facteurs x2 à x2,5 en croissance annuelle. Aujourd'hui, dans le dispositif, c'est à peu près 15 000 nouveaux clients recrutés par jour. Si vous prenez uniquement, on fait la moitié de nos recrutements par l'application Paylib. L'application Paylib, elle représente que la moitié, et c'est, si on prend les chiffres de décembre, c'est l'application finance la plus téléchargée en France au mois de décembre. Plus que PayPal, un tout petit peu plus que PayPal, mais un peu plus que PayPal, et très loin devant toutes les autres solutions fintech que l'on peut connaître et qui sont plutôt connues, on va dire, à l'intérieur du périphérique parisien. Voilà pour le sujet. Le deuxième, le sujet de l'enjeu d'adoption. Donc vous retenez que Paylib, on va amener l'usage pour permettre à Wero d'avoir son départ lancé pour son P2P, et demain, ça lui permettra d'embrayer sur la partie commerçant, e-commerce ou physique. Le deuxième enjeu, et là je vais vous repasser la parole, c'est évidemment la qualité de fonctionnement. Donc maintenant, et je pense que tout le monde l'a bien compris, maintenant on n'est plus dans les grands discours sur EPI, maintenant on est dans l'enjeu d'exécution. Et là, c'est l'enjeu de réussite maintenant, c'est cet enjeu d'exécution. Et justement, Vincent, juste un petit mot sur la migration, un petit peu plus technique là, mais sur la migration, comment ça va se passer pour les utilisateurs et pour les commerçants? Alors, l'idée, c'est que ça soit complètement seamless. On est bien conscient que toutes les banques ne vont pas déployer Wero le même jour à la même heure. Il y a eu un scénario Big Bang, on a imaginé ça, puis on a assez vite renoncé, ça ne nous semblait pas très réaliste. Donc l'idée, c'est que, en fait, il va y avoir une période pendant laquelle les banques vont basculer. Donc aujourd'hui, pour faire un Paylib, vous ouvrez votre application bancaire, vous faites faire un Paylib. Demain, au même endroit, vous aurez, du jour au lendemain, tout d'un coup, il y aura, maintenant, c'est faire un Wero. Et puis, il y aura tout un accompagnement client de Paylib, de Wero et de la banque du porteur pour expliquer, du coup, ce changement de marque. Par rapport à ça, évidemment, du coup, moi, j'utilise Wero pour émettre, mais par exemple, Ludovic, il est toujours dans sa banque avec Paylib. Et donc, il y aura évidemment une passerelle pendant quelques mois, le temps que toutes les banques aient migré, pour que justement on ait cet interfonctionnement qui permet toujours que tous les clients puissent s'atteindre les uns les autres. Ludovic, justement, là, par rapport à tout ce qui a été dit par tous les orateurs, la qualité d'exécution, enfin tous les enjeux qui ont été mis et ce qui ferait de Wero un succès. Finalement, est-ce que toi, tu voudrais rajouter des choses? Est-ce qu'il y a quelle est ta vision à toi sur les enjeux forts pour faire de Wero un succès? Ouais, je vais peut-être redire un petit peu certaines choses qui ont déjà été dites. Effectivement, en insistant sur le fait que c'est un nouveau moyen de paiement, et on sait très bien que les nouveaux moyens de paiement et les nouvelles solutions de paiement, ça met du temps, même si les cycles s'accélèrent. Évidemment, on l'a vu dernièrement avec les solutions qui ont été citées tout à l'heure.
mais on a quand même un enjeu d'adoption fort. Donc là, pour rebondir sur ce que dit Vincent, il va falloir que tout l'écosystème se mobilise en fait. Et donc on va avoir besoin vraiment de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, et donc en particulier de nos membres. Et donc pour faire œuvre conjointe, justement pour faire la promotion de Wiro d'abord auprès des consommateurs. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on a la chance, effectivement, d'avoir une couverture large du marché sur les 3 marchés. Hein. Donc, en France, on a 90% des clients. En Allemagne, et en Belgique, on a plus de 85% des clients potentiels grâce à nos membres. Et donc, on a tous les atouts pour réussir. Mais maintenant, il va falloir qu'effectivement, qu'on passe dans l'exécution et qu'on ait une mobilisation forte pour faire la promotion de Wiro. Et puis après, sur l'acceptation, donc quand on ira du côté des commerçants, là aussi, il va falloir qu'on soit très pushy, et effectivement, en particulier quand on ira sur la proximité, faire en sorte de pouvoir accélérer le déploiement d'un parc d'acceptation. Donc ça va être aussi un enjeu clé, parce qu'on sait très bien que ça prend du temps. Et donc, quand on parle de QR code, c'est de l'intégration dans les systèmes d'encaissement, de l'intégration dans les terminaux de paiement aussi. Donc, là aussi, il faudra qu'on ait les bons partenaires pour le faire, et qui soient motivés également pour nous accompagner. Donc ça, c'est très important. C'est très, très pragmatique, hein, là, vraiment. C'est exécution, déploiement. Bon, merci. Une question pour Bertrand. Hein. Un des facteurs de succès aussi d'une nouvelle solution, c'est la technologie. Et on a vu, il y a une proposition de valeur de pays avec le QR code. Comment vous vous positionnez par rapport à l'usage du QR code, vous en tant que commerçant ? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que le référent, hein, c'est un peu Apple Pay, donc il faut arriver à une fluidité au moins équivalente avec un QR code, ce qui n'est pas forcément évident, même si, on l'a dit aussi, le QR code a connu, avec la pandémie, des usages de plus en plus développés. Le QR code est porteur aussi, je rappelle, à la proximité avec le QR code augmenté, hein, de GS1, d'un certain nombre d'atouts sur le produit, sur la traçabilité du produit. Il y a certainement des passerelles à faire entre ces deux mondes, le paiement et le produit, et le QR code qui les réunit. Il y a des acteurs en France qui commencent à, notamment pour ces événements internationaux qui arrivent, à essayer de développer l'acceptation QR code pour des porteurs de wallets étrangers. Je pense à du Life avec du Alipay, je pense à du Lyra pour leur partenaire indien EPI qui a fait un événement il n'y a pas très longtemps à la Tour Eiffel pour pouvoir payer avec les wallets indiens. Voilà, il y a des initiatives de marché qui se font. Je pense que nous, on va essayer aussi de pousser ce parcours QR code en e-commerce, ça devrait le faire assez facilement. En proximité, c'est vrai qu'il y a un enjeu vraiment fort pour obtenir la même fluidité que les parcours carte ou les parcours sans contact tels qu'on les connaît aujourd'hui, qu'ils soient mobiles ou qu'ils soient carte. Je voulais aussi ajouter un mot sur les règles, hein, parce qu'on a parlé de coûts, mais il y a aussi des règles. Hein. On a vu ce matin qu'il y a des règles des grands ICS qui évoluent, hein, qui mettent en place des mesures de protection du consommateur qui court-circuitent un peu le marchand. Il ne faudrait pas que Wiro fasse la même chose dans ses règles de scheme. Il faut absolument qu'on travaille ensemble pour que ces règles-là soient construites de concert, pour qu'on n'ait pas, pour favoriser l'adoption par le commerçant, tout simplement. Hein. Voilà, c'est tout simple. Pour revenir juste sur le QR code, Gilles, en tant qu'hacker, donc on parle effectivement c'est sur la proximité, on parle plutôt de 2026 aujourd'hui, mais est-ce que aujourd'hui on sait dire est-ce qu'il va falloir adapter les terminaux de paiement? Moi j'ai un client là qui a acheté il y a 3 mois, il a acheté 3000 terminaux de paiement. Petite précision, déjà là, sur le paiement mobile, quand on est en e-commerce mobile, on est en in-app, donc il n'y a pas de QR code, hein. On est app-to-app. Donc là, on a un parcours ultra fluide. Hein. Là, on parlait d'Apple Pay, donc même titre qu'Apple Pay. Donc ça, c'est vraiment la grande promesse, parce que le e-commerce se prête très très bien à l'adoption de ce type de moyens de paiement.
Ensuite, sur le QR code côté commerçant, finalement, la difficulté, c'est pas tant, moi je pense, les terminaux de paiement, parce que avec pour pas les citer, Alipay, WeChat Pay et d'autres, on avait déjà des systèmes d'agrégation de QR code avec une notion de QR code, soit on scanne celui du client, Apple Pay fait les deux, Wero fait les deux. Donc celui du client ou on affiche celui du commerçant en dynamique pour le protéger. Ça, c'est des mécanismes qui existent dans Wero et qui sont connus en fait par à la fois les gens qui font comme Ingenico des terminaux autonomes et Worldline qui fournit de la monétique centralisée pour lequel effectivement on a une part de marché assez importante en France notamment, et puis dans nos systèmes end-to-end qu'on fait en tant qu'acquéreur dans les autres pays. Donc ça, c'est pas des sujets difficiles. Le plus compliqué, c'est la compta. C'est un nouveau moyen de paiement, il y a une réconciliation. Dans le système de caisse, il y a 99 moyens de paiement que vous pouvez paramétrer, il faut en ajouter un. Faut passer dans les systèmes de rapprochement. Donc finalement, c'est pas tant le paiement qui est compliqué, c'est les systèmes comptables de rapprochement comme toujours, je dirais. Donc c'est pour ça qu'il y a une pédagogie, une accompagnement. Enfin aussi, on l'a pas cité, mais Wero aussi, c'est un scheme qui se base sur les technologies modernes, c'est de l'API based. Donc pour les membres, à la fois acquéreurs et entre guillemets émetteurs, tous les membres, c'est beaucoup plus simple. Les API sont unitaires. Il y a moins d'intégration, moins de développement de part et d'autre. Donc c'est un scheme, entre guillemets, plus accessible. Étant réel, avec, on sépare bien l'authentification des services d'autorisation et de paiement. Donc il y a une granularité assez fine et qui correspond bien aussi aux commerçants qui, quelquefois, ont des besoins un peu particuliers, soit d'authentification pure, pour vérifier, quand il y a je me rappelle certaines soldes ou comment ça s'appelle, des ventes, je me rappelle plus des Nike, là, les fameuses ventes Nike, les précommandes, les préventes, etc. Donc toute la mécanique existe, donc c'est autant d'arguments qui normalement devraient séduire les commerçants et qui permet, je pense, à tout l'écosystème d'acquisition et d'acceptation de déployer assez facilement. Merci Gilles. Une question pour Ludovic sur le même jour que le POC, le 14 décembre, il y a eu une annonce faite par Bizum et Bancomat en Italie et SIPS au Portugal, qui ont annoncé l'interopérabilité de leur solution mobile domestique. Donc cette annonce un peu relance le débat des solutions. En tout cas, Éric Ducolombier l'a mentionné aussi. Donc effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui se font autour des wallets et c'est une bonne chose. Mais ça pose quand même une question pour EPI, c'est-à-dire l'interopérabilité de ces solutions versus une solution un peu unifiée comme EPI. Comment EPI voit cette initiative et comment vous vous positionnez par rapport à cette initiative? Alors, merci pour cette question, qui est ma question préférée. Question attendue. Plusieurs points. En fait, le premier point, c'est que, on l'a dit, on s'est exprimé beaucoup sur ce sujet par la voix de notre directrice générale, Martina Weimert. Fabrice en a parlé tout à l'heure aussi. Nous, on considère que l'interopérabilité entre solutions domestiques n'est pas la bonne réponse pour plein de raisons. La première raison, c'est par rapport à la marque et donc le fait de ne pas avoir une marque unique, c'est quand même un frein très important dans l'usage. Deuxième raison, par rapport au fonctionnement et aux règles des différents moyens de paiement ou des différentes solutions qui sont différents. Et donc c'est très compliqué en fait, c'est des projets vraiment très compliqués de mettre en rapport une interopérabilité à la fois technique et réglementaire entre les moyens de paiement. Donc pour plein de raisons, on pense que l'interopérabilité n'est pas la bonne solution et donc justement c'est pour ça qu'on fait la promotion d'une solution vraiment pan-européenne. Le deuxième point, c'est que au niveau économique, on a quelques doutes sur le fait que ça ait un sens entre pays du Sud de faire ça, puisqu'en fait les flux ils sont plutôt entre pays du Nord et pays du Sud. C'est plus les Allemands, les Hollandais qui vont en Espagne, plutôt que les Portugais ou les Italiens. Bon après voilà, juste pour dire qu'il n'y a pas forcément un intérêt économique très important dans cette alliance.
pour les transactions cross-border. Et puis troisième point, nous on continue de discuter avec ces communautés, notamment avec les Espagnols, avec les Italiens aussi, les Portugais. Voilà. Donc on discute avec tout le monde et bien sûr notre objectif numéro 1, c'est dans les 5 pays de prouver qu'on lance et qu'on a du succès pour ensuite pouvoir rallier tous les autres marchés à Wero. Et donc ça reste l'objectif de notre point de vue et on ne pense pas que ce soit impossible. Et donc voilà, on est motivé pour y arriver. Je me suis aperçu qu'on avait squeezé Fabrice sur le tour de table sur la question centrale de notre débat. Et comme il reste peu de temps, j'ai envie de, je ne sais pas ce que tu en penses, Lionel, j'ai envie de donner le mot de la fin à Fabrice pour que justement il nous fasse un petit peu une conclusion sur, bien sûr, les facteurs de succès qui voient de pays et de Wero, sur les challenges aussi que Wero aura à surmonter. Ouais, donc déjà je voudrais redire ce que j'ai dit en introduction. Je pense qu'il faut être patient. C'est un grand projet. S'il y avait une solution alternative simple, genre interopérabilité ou des choses comme ça, qui permettent de jouer dans la cour des grands, de régler le problème de souveraineté, d'avoir la visibilité, la résilience, etc., croyez-moi, on n'aurait pas investi autant d'argent et d'énergie pour faire EPI. Donc la réponse, elle est celle-là. Après, les facteurs clés de succès, ils sont toujours les mêmes. Plusieurs en ont parlé, Bertrand, Gilles. Déjà, il faut que l'adoption puisse se faire. Alors, la poule et l'œuf, comme l'a dit Vincent, il faut résoudre cette équation. On a la chance dans les banques toutes les banques françaises sont supportives de ce dispositif et on a des millions et des millions de clients. Tous les consommateurs français, peu ou prou, ont un compte dans les banques qui sont autour de table. Donc, nous, on va mettre en visibilité ce moyen de paiement. Mais après, il va falloir qu'il soit bon. Parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas faire, je crois que c'est Marianne qui l'a dit dans un panel précédent. On peut proposer des choses aux consommateurs. Mais à la fin, c'est lui qui choisit. C'est pas la banque qui décrète que tel moyen de paiement, c'est mieux que tel autre. Aujourd'hui, le consommateur, il adore sa carte, et il adore encore plus sa carte dans un wallet sur un téléphone, si possible, américain. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est la domination digitale qu'évoquait Vincent. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet majeur, c'est l'expérience client que va devoir apporter la banque et tous ceux qui vont équiper le payeur, et puis EPI dans la manière de s'adresser au parcours client côté commerçant. Et ça, c'est majeur, parce que si le parcours client n'est pas bon, le taux de transformation n'est pas bon, et quand bien même le coût est bas, le commerçant, au bout d'un moment, il se dit bah, « Attends, moi, je préfère payer un peu plus cher pour avoir plus de ventes. » Donc ça, on connaît, hein, c'est une équation que Bertrand et tout le commerce connaît très bien. Il va falloir être super bon. Et c'est vrai que peut-être un jour, il faudra reconsidérer le QR code, etc., qui n'est pas non plus aussi fluide, sans doute. Donc ça, c'est un facteur de succès majeur. Les autres systèmes, donc on a dit beaucoup que c'est vrai que vous avez tous payé avec Apple Pay. Enfin, franchement, vous avez envie de revenir à quelque chose d'autre. Donc ça, c'est un challenge. La carte ne va pas rester en reste, puisque là, il y a un grand projet de passer au frictionless sur la carte. Hein. Vous savez, on va arrêter de saisir les numéros de carte sur Internet, tout ça, avec un système que tous les schemes vont adopter et qui s'appelle Click to Pay. Donc ça veut dire que EPI va devoir trouver sa place. Après, il y a un sujet sur le modèle économique. Parce qu'effectivement, il faut que tout le monde puisse trouver, être équilibré. Et ce n'est pas complètement simple. C'est pas simple parce que si on veut que ça décolle, il faut faire moins cher que la carte. Mais ça veut dire aussi qu'il faut se souvenir qu'on est juste en début de cycle. Donc on a un peu de volume, beaucoup d'amortissement, beaucoup d'investissement. Donc comment on fait pour résoudre cette équation ? Elle n'est pas évidente. Et puis il faut aussi que les banques s'y retrouvent, les processeurs, le scheme, tous les acteurs, les commerçants s'y retrouvent. Et là, il y a des équilibres pas simples. Donc on a des clés, hein. On a négocié un modèle économique cadre avec la Commission européenne, on a demandé à EPI, et on continue à demander à EPI de faire du standard, de ne pas faire des trucs propriétaires, parce que les trucs propriétaires, c'est cher, difficile à maintenir, et ça n'a pas d'avenir, parce qu'encore une fois, ça ne permet pas de jouer dans la cour des grands, ça permet juste d'être chez soi, et puis tout d'un coup, on se rend compte que quelqu'un tape à la porte, obligé de le laisser rentrer. Par contre, c'est difficile de sortir quand on a payé cher l'investissement qu'on a fait. Donc tout ça, ça concourt à faire un modèle économique, et à la fin, il y a aussi une autre dimension dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est un vrai sujet, il faut qu'il n'y ait pas de fraude.
ou le moins possible de fraude, ou quand il y en a, d'avoir les règles qui permettent de la maîtriser, les bonnes technologies. Et ça, croyez-moi, c'est pas simple. Donc c'est pas des sujets sur lesquels on s'exprime beaucoup, mais vous savez quand même que la fraude sur la carte, sous le contrôle de la Banque de France qui est dans la salle, on la maîtrise quand même pas mal en France, hein, quand on voit les publications de l'OSMP. Sur l'instant payment, comment dire, va falloir donner un... Enfin, voilà, on n'y est pas. Pas du tout même. Donc ça donne pas confiance, ni aux commerçants, ni aux consommateurs. Donc ça veut dire que c'est des sujets qui sont devant nous. Et puis le dernier point peut-être, c'est il va falloir être innovant. Il va falloir résoudre cette équation, il faut développer les basiques, le core business, faire en sorte de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, faire en sorte qu'il y ait d'abord le P2P, le e-commerce, etc., avec une bonne expérience client, mais il faudra aussi inventer des choses qui apportent, qui font au moins aussi bien qu'eux, voire des choses différentes, être réactif, être time to market. Et ça, c'est pas simple. Alors, j'ai deux, trois idées, mais comme ça, hein, parce que j'aime bien sortir du cadre. Moi, je suis pas complètement sûr, par exemple, hein, pour jeter un pavé dans la mare, que EPI Card soit fini. Parce que nous, on avait imaginé un truc qu'on pourrait appeler Card as a Proxy. Finalement, mettre un bout de plastique ou la version virtuelle d'un bout de plastique devant un Instant Payment EPI, c'est pas un truc aussi compliqué que ça. Donc, je suis pas complètement sûr que le EPI Card à l'ancienne, ça, certes, on l'a abandonné, mais il peut revenir... La carte sans monétique, oui, ça peut revenir comme ça. Il y a un autre, quelque chose que j'ai aussi à cœur avec une autre casquette, c'est la partie internationale. EPI, c'est une solution pan-européenne, mais vous savez qu'il y a des travaux pour interconnecter, pas interopérabiliser, il va falloir que tu t'arrêtes, interconnecter les plateformes d'instant payment au niveau mondial. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être aussi un truc sur lequel EPI va devoir réfléchir dans l'avenir. Voilà, c'est des sujets comme ça. Pardon d'avoir été long, mais c'est passionnant, EPI. C'est passionnant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et bon appétit, non ? Ouais. Merci beaucoup. Merci à nos orateurs. Merci beaucoup.